On va commencer. Déjà, merci à tous. Premièrement, d'être sur ProDurable, parce que c'est un événement moi, que j'aime beaucoup, auquel je viens depuis de nombreuses années. Et donc, merci d'être venu à ProDurable. Merci d'être venu à cette conférence dans des situations un peu particulières et qui ne sont pas forcément les plus confortables. Je m'appelle Thomas Parouti. Je suis le fondateur de l'agence Mieux, qui est une agence de communication qui a été créée en 2009 pour accompagner les marques et les entreprises qui veulent révéler leur impact positif. Donc, on travaille sur les strates RSE des entreprises, des grandes entreprises principalement, et on explique et on valorise en interne et en externe la strate RSE. Et évidemment, on travaille aussi sur des offres. Ça peut être sur du quinoa bio importé de la Bolivie depuis 30 ans, comme ça peut être des écoquartiers, comme ça peut être Vélib, comme ça peut être enfin tout produit qui a un bénéfice environnemental. On travaille sur ces sujets-là. Et donc, du coup, comme je vous le disais, ça fait 12-15 ans que je travaille sur les sujets RSE, et en plus particulièrement depuis 2009 avec l'agence que j'ai créée. Et donc, je me pose cette question de comment sauver le monde, évidemment, et quels sont les leviers pour accélérer la transition. Et donc, comme je me pose la question, je voulais la poser à deux personnes que j'aime beaucoup, qui vont se présenter. À ma droite, Sabine Desnaux, qui est directrice RSE Innovation chez Gecina, c'est ça? Est-ce que tu peux dire un peu en une minute ce que tu fais ou... Oui, tout à fait. Donc, bonjour, Sabine Desnaux. Donc, je suis directrice exécutive, effectivement, en charge de la R&D, de l'innovation et de la RSE chez Gecina. J'essaye depuis quelques années aussi de sauver le monde par différents moyens. Je l'ai fait au moment où j'ai créé la direction de développement durable de Next City. J'ai essayé, en tout cas, de faire avancer ce secteur. Je l'ai fait en étant chef d'entreprise aussi par moment et en essayant de travailler sur comment fédérer autour de la ville durable. Je l'ai fait en faisant de la politique aussi. J'ai été élue, j'ai une certaine culture du terrain et ça va peut-être alimenter notre débat aussi, parce que je pense que, en effet, je pense que tout le monde doit participer, doit contribuer à sauver le monde, et que ça ne doit pas être un sujet, nos sujets d'experts, d'élite ou je ne sais qui. Et aujourd'hui, donc, je travaille pour Gecina. S'il faut que je présente Gecina peut-être en quelques mots, c'est une foncière, donc c'est-à-dire que nous sommes propriétaires d'un patrimoine immobilier. Nous sommes une grosse foncière de bureaux, donc on est l'acteur qui a le plus de bureaux en Europe, mais avec ces bureaux qui sont concentrés dans Paris. Et puis on a également une foncière de logements, on a à peu près 9000 logements qui sont situés aussi essentiellement dans Paris. Et on a une politique RSE, en tout cas ambitieuse, je pense, et on essaye, autant que de possible, d'embarquer les collaborateurs effectivement dans cette affaire-là, qui nous tient à cœur. Super, merci beaucoup. Et Sabine a toujours travaillé dans une direction qu'elle a chapeautée de RSE et innovation. Et c'est pour ça, et ça répond déjà peut-être en partie à un bout de la question. Et ensuite, je me suis dit que c'était vachement bien d'avoir Jérôme Cohen. Tu as eu raison, Thomas. Tu as eu raison. Voilà, avec qui j'ai partagé un plateau télé il y a quelques semaines sur la biodive, donc un sujet qui n'avait rien à voir. Un peu quand même. Ouais, éventuellement. Donc vas-y, présente un peu Engage. Bonjour, moi je m'appelle Jérôme Cohen. Merci de cette invitation, Thomas, sincèrement, parce que c'est bien d'avoir des alliés dans la quête que nous avons. Et on fait des métiers qui sont connexes, et c'est important d'avoir cet écosystème d'engagement et de collaboration et d'alliance. Donc merci infiniment. Moi, je me suis engagé de différentes façons aussi depuis des années. Par l'art, dans le métier du conseil, dans les métiers des forums politiques et économiques, et aujourd'hui à travers Engage, où j'avais la volonté, depuis que j'ai créé Engage il y a 5 ans, d'impliquer les citoyens et les organisations dans les grands défis du XXIe siècle. Donc on parle aussi bien de questions d'environnement, de gouvernance, de démocratie, mais aussi de technologie humaniste en fait pour l'homme. Et on a plusieurs leviers d'action, deux principaux, qui sont l'apprentissage et l'action, les deux à mes yeux se répondant et s'alimentant fondamentalement à travers l'Engage Université. Donc on développe des programmes d'un jour ou quelques heures à plusieurs mois qui essayent de faire progresser les personnes qui assistent dans la compréhension des grands enjeux que je viens de citer, des connaissances des grands enjeux, mais aussi dans l'apprentissage de compétences qui me semblent aujourd'hui fondamentales, telles que l'intelligence collective, les pratiques collaboratives, la créativité. Et puis, en miroir de cela, je dirais qu'on a développé Engage Action, qui a, elle, pour but de mener les personnes et les organisations vers, je dirais, la réalisation concrète de cet engagement à travers des parcours de mise en mouvement. Et donc, on travaille aujourd'hui aussi bien dans ces parcours sur les citoyens. C'est pour ça qu'on était intervenu sur la biodiversité en lançant des défis citoyens qui mêlent des personnes,
des organisations, des entreprises, des médias, des ONG. Et puis en parallèle, on développe ces parcours qui vont de la prise de conscience jusqu'au développement de projets d'impact dans les organisations, dans les entreprises, puisque je suis persuadé aujourd'hui que les entreprises sont un volet important du changement, hein, de la transformation qu'on souhaite voir éclore, et que, révélation incroyable, les salariés ou les collaborateurs des entreprises sont aussi des citoyens, donc cet alignement est à mes yeux absolument nécessaire. Voilà ce que je fais. Donc, comme vous le disiez, le format, en fait, c'est une conférence. J'ai animé 3 conférences hier que j'avais vachement bien préparées, et celle-là, je l'ai à la fois beaucoup moins préparée, et en même temps, j'y réfléchis depuis 10 ans. Donc, on va essayer de partager avec vous tout ce qu'on a pu croiser comme bonne idée, comme bonne pratique depuis 10 ans. Le constat de départ, en tout cas mon constat, et c'est pas forcément partagé, mais c'est que, donc évidemment, il y a une urgence climatique. Évidemment, il y a un réglementaire qui pousse très fort avec les accords de Paris, les stratégies climat que toutes les entreprises doivent mettre en place. Évidemment, il y a des consommateurs qui sont en attente de beaucoup. Il y a des ONG qui poussent. Il y a des politiques qui, et c'est sans jugement aucun, parce qu'en plus j'adore la politique, des hommes politiques qui ne pourront pas se présenter à la prochaine présidentielle en disant « moi mon programme c'est de diviser par 4 la consommation parce qu'on sait que le jour du dépassement en France il est un peu début mai, même s'il a reculé un peu, et donc du coup le politique ne sera jamais assez puissant pour se faire élire sur une promesse on ne va pas appeler ça de la décroissance, mais en tout cas de transformation du modèle, et il n'a pas suffisamment d'efforts. Il est là pour créer du réglementaire et éventuellement bonusser des bonnes pratiques. Mais globalement, en fait, la réponse, elle est vraiment dans les entreprises. L'exemple des déchets, je vous rappelle, 8% des déchets en France sont générés par les foyers, 92% dans les entreprises, une partie dans le BTP. Donc, en fait, les citoyens, les consommateurs ont assez peu de leviers d'action. Donc, c'est les entreprises qui doivent absolument se transformer, réduire, et ça, c'est un peu ce qui va se passer avec les stratégies climat qui montent en puissance, réduire leur bilan carbone, inventer de nouvelles manières de faire, de nouveaux modèles d'affaires qui soient évidemment suffisamment rentables, sexy, séduisants pour les consommateurs ou pour leurs clients, et en même temps qui soient très low carbone, moins polluants, etc. Donc, dans ce contexte-là, je considère que ce sont les entreprises qui ont peut-être créé une grosse partie des problèmes, mais en tout cas qui ont les plus gros leviers d'action et les plus grosses solutions. Donc, si vous bossez dans une entreprise, vous êtes responsable de votre entreprise, et il y a souvent une vision du président qui est maintenant de plus en plus sincère, et cette vision du président, elle ne suffit pas à transformer l'entreprise. Donc, ça veut dire qu'il faut que les collaborateurs s'y mettent et que les collaborateurs s'organisent, soient sensibilisés. Donc, il y a plusieurs étapes. Et si on prend une entreprise qui devrait changer, il y a un premier point qui est, d'après moi, la sensibilisation et éventuellement l'acculturation, mais c'est comment on sensibilise dans les entreprises aux enjeux, aux problèmes, parce qu'il y a parfois des ONG à l'extérieur qui font émerger des problèmes, les collaborateurs sont un peu touchés, un petit manque de fierté d'appartenance et tout. Donc du coup, il y a parfois des campagnes où on va essayer de sensibiliser les collaborateurs. On va essayer de développer la culture RSE. Et donc ça peut être avec de la communication, mais ça peut être aussi par d'autres leviers. Sabine, toi, dans ton expérience en général et chez Gecina en particulier, oui. Je crois que vous avez fait par exemple la fresque du climat. Oui. Mais ça, c'est un exemple, mais il y a plein d'autres exemples. En fait, je pense que ça intervient à tous les niveaux. À tous les niveaux. Alors, je vais essayer de décrire un peu ça. La sensibilisation, c'est juste totalement nécessaire. C'est pas suffisant parce que quand on sensibilise, on rend pas encore le collaborateur acteur. La finalité, c'est de rendre le collaborateur acteur. Mais en effet, avant d'être acteur, faut-il comprendre de quoi je dois être acteur et comprendre quels sont les enjeux. Et c'est la raison pour laquelle, quand je suis arrivée chez Gecina, ce que j'ai souhaité faire, c'est que 100% des collaborateurs suivent cette animation qui est la fresque du climat, que j'imagine que l'essentiel d'entre vous doit connaître. Enfin, en tout cas, qu'il y a un jeu avec des cartes où on positionne les causes et les conséquences, je dirais, d'un certain nombre d'actions pour comprendre l'ensemble des enjeux du réchauffement climatique. Et ça se fait par équipe de 6, 8, 10 personnes. Et donc ça, c'était un autre sujet aussi, qui était le sujet culturel, c'est de faire travailler ensemble des personnes qui n'ont pas forcément, tu l'évoquais tout à l'heure, de faire travailler ensemble des personnes qui n'avaient pas forcément l'habitude de le faire. Alors, pourquoi j'ai aimé mettre en place ce sujet, qui peut paraître anecdotique au fond, mais qui pour moi ne l'était pas.
Voilà, pourquoi c'était important, effectivement, parce qu'on allait sensibiliser 100% des collaborateurs, mais pas aux problématiques de l'immobilier. Enfin, c'était très clair. Hein. Enfin, et ça, c'était quelque part, c'était un pas en avant aussi, j'ai trouvé. Je vais voir ma directrice générale, je lui dis, on est bien clair, on va prendre du temps, parce que c'est 4 heures, hein, c'est à peu près une demi-journée. Je vais vous expliquer pourquoi c'était une demi-journée, qu'on l'a fait un peu plus long. Parce que normalement, c'est 2h30. Oui, c'est pour ça, puisqu'on l'a étoffé avec d'autres choses. Pourquoi on va prendre 4 heures voilà, pour chacun des collaborateurs? Et vous savez pourquoi? On ne va même pas parler d'immobilier. Donc rien que ça, c'était un petit changement culturel. Elle m'a dit, mais ok, bien sûr, il n'y a aucun problème, on y va. Donc c'est ce qu'on a fait. Et pour le faire, autre sujet aussi qui est un sujet d'appropriation, c'est que plutôt que de prendre des formateurs extérieurs, j'ai formé des collaborateurs à être eux-mêmes animateurs. Donc c'était vraiment les collaborateurs de Gecina qui ont formé leurs propres collaborateurs à cette animation de la fresque du climat. Et alors si certains d'entre vous l'ont déjà faite, personnellement je trouve ça très intéressant mais un peu déprimant parce que le début, oui. Hein, ouais. Si on s'arrête là, c'est déprimant. Bah, si on s'arrête là, c'est un peu déprimant puisqu'on se dit surtout que si on enchaîne avec la fresque de la forêt, la fresque de la biodiversité. J'annonce ici officiellement que bientôt il y aura la fresque du football. Et c'est important de mobiliser le monde football responsable. Aussi. Voilà. Et il y a d'autres océans, enfin bon, biodiv, numérique. Et voilà. Et donc le sujet était de se dire bon, maintenant, une fois qu'on avait tous nos collaborateurs déprimés par ce constat, finalement que la planète n'allait pas bien, mais il fallait quand même le faire. C'était de leur dire maintenant on va se mettre et c'est ce que tu évoquais, on va faire des ateliers d'idéation, on va travailler ensemble. Vous êtes porteurs de l'action. Vous, dans votre métier, comment vous pouvez imaginer changer votre métier? Nous, Gecina, en tant qu'entreprise, quel rôle devons-nous avoir? Comment devons-nous nous organiser? Ou peut-être des nouvelles propositions à faire. Et donc ça a généré, on est parti d'un constat qui était celui de la sensibilisation, mais qu'il fallait transformer en tous acteurs et pouvoir en ressortir une liste d'actions, d'idées. Et j'ai presque envie de dire, peu importe la qualité des idées à ce moment-là, ce qui est aussi intéressant, c'est culturellement, c'est s'autoriser à proposer des choses, et de se rendre compte que collectivement, on peut être plus fort. Donc ça, on a eu ce point-là, en tout cas, qui était un premier point, mais je pourrais en évoquer plein d'autres. Si tu veux, par exemple, Jérôme, je vais te filer la parole, mais par exemple, ce qui a été fait aussi pendant le confinement, mais pendant le confinement, Sabine a organisé pas mal. Je raconte l'anecdote et après, comme ça, Jérôme pourra prendre la parole parce qu'il y a tout à fait, Thomas, je saurais réagir. C'est que tu as organisé une sorte de TEDx pendant le confinement. Précisément online. des TEDx, parce que c'était les TEDx à l'heure du thé, effectivement. C'est ça, le TEDx. Parce qu'en fait, TEDx, en plus, c'est une marque déposée, donc il faut faire gaffe. On a un peu détourné le concept. Et une comptable ou une fille du juridique te dit moi, j'ai adoré le TEDx sur le biomimétisme. Oui, tout à fait. Voilà. Et en fait, il faut ouvrir les chakras. Comment on peut t'aider là-dessus? Il y a un vrai sujet sur comment on développe le niveau de curiosité, en fait. Et je pense que si vous bossez dans la RSE et si vous vous intéressez depuis 6 mois ou 1 an, c'est que vous avez enclenché ce cap de « je suis de plus en plus curieux », de savoir comment ça va se passer demain. Et c'est le rôle qu'on a aussi vis-à-vis des entreprises, nous, avec lesquelles on travaille, sur il faut augmenter l'envie furieuse de curiosité. Oui, je pense que je ne peux que plus soyez d'accord avec ce que tu viens de dire. Je pense qu'il y a plein d'enjeux qui viennent plusieurs étapes qui viennent de la prise de conscience jusqu'à la transformation opérationnelle. Et je pense qu'il est d'ailleurs super important de faire passer le message qu'on n'est pas là pour travailler sur des problématiques ou des projets annexes ou périphériques, mais bien sur des projets qui sont au cœur du business model et de la gouvernance des entreprises. Et je pense qu'il y a un autre truc qui est fondamental que tu as évoqué, qui est de dire qu'il faut vraiment un contrat de confiance, en quelque sorte, entre l'équipe dirigeante, les décideurs, et puis les collaborateurs. Et que c'est un jeu en miroir, en fait, qu'il faut entraîner. Parce qu'il n'y a rien de plus décevant de générer un déclic, une prise de conscience, et puis finalement, il ne se passe rien. Et là, c'est un danger à tout niveau pour l'entreprise, pour les collaborateurs, etc. Et en même temps, il ne faut pas, à mon avis, confondre le fait de faire émerger des idées, faire émerger des projets éventuellement, et décider. Et je pense que les décideurs doivent rester des décideurs. Sauf qu'aujourd'hui, dans la complexité dans laquelle on est, décider pour des décideurs, c'est une complexité folle. Et donc, ils ont besoin aussi de tout cet apport d'intelligence, d'énergie des collaborateurs pour savoir décider, pour savoir prendre les bonnes décisions, qui est, à mes yeux, d'une complexité de plus en plus forte. Par revenir sur le monde incertain dans ce qu'elle vous êtes, c'est-à-dire en vous regardant, c'est émouvant et un peu difficile que nous, on part sans masque, vous l'avez, voilà, bon, bref, c'est comme ça. Et donc, en fait, ce qu'on propose, nous, ce qu'on essaie de faire avec les boîtes, c'est vraiment des parcours qui partent de la sensibilisation,
Alors on peut passer par la fresque des climats qu'on adore, mais aussi par d'autres, par différents experts qui viennent présenter en fait les sujets. Mais il faut qu'ils les présentent. On a, je crois, un devoir de vérité. Et aujourd'hui, quand on travaille dans les entreprises, malgré tout ce qui se passe, pardon, je vais être assez franc, mais on s'aperçoit que le niveau de connaissance sur ces enjeux est très, 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 très insuffisant. Donc le besoin, ce n'est pas simplement d'éveiller, de faire une petite prise de conscience rapide, c'est que ces sujets soient vraiment appropriés, compris profondément. Je parle aussi bien de démocratie, de technologie for good, ou comme vous l'appelez comme vous voulez, ou d'environnement et de biodiversité. Et aujourd'hui, c'est tellement insuffisant. Donc c'est pour ça qu'on apporte avec Langage Université notamment cette connaissance. Et puis après, je pense que c'est un jeu entre les décideurs, l'ensemble des collaborateurs et quelques groupes que l'on forme à l'intérieur des entreprises. Donc on a un parcours qui va de conférences, qui mêle beaucoup d'intelligence collective, puis des petits groupes qu'on isole et qui vont travailler sur des projets concrets qui progressivement vont être développés. Mais vont être développés, ça dure à peu près 6 mois, 1 an ou un peu plus, avec une alternance de conférences et d'ateliers, toujours les mêmes 4 ou 5, auxquels on vient en plus insérer des citoyens qu'on a formés à Langage Université, qui sont un peu les garants de l'éthique, d'une vision et des process qu'on veut maintenir. Et ensuite, 1 mois sur 2, je rentre un peu dans le détail, mais c'est important, je pense, de le comprendre, il y a des conférences avec des experts sur les sujets qu'on adapte de plus en plus aux projets qui émergent. Et ensuite, l'ensemble des collaborateurs dans ces conférences vient appuyer, vient aider les petits groupes qui travaillent sur des projets concrets. Donc ensuite, il y a une appropriation de ces projets, de cette transformation du business model, des produits, etc., qui se crée, progressive, et ce n'est pas 20 salariés qui travaillent sur 4 projets, c'est 2000 salariés qui travaillent sur ces projets et qui viennent aider. Et progressivement, le contrat de confiance devient fondamental parce que le board de la boîte s'est engagé à ce que ces projets soient étudiés, priorisés et développés après. Donc il ne s'agit pas de dire « Ok, vous avez réfléchi, mais c'est super, et puis maintenant on fait ce qu'on veut ». Non, parce que là, c'est rompre le contrat de confiance, le contrat d'engagement, et c'est ce qu'il y a absolument de pire. Donc il est évidemment crucial qu'au départ, eh bien, on signe un engagement avec le board et qui dit « Ok, on prend le risque, c'est un risque, de travailler avec l'ensemble des collaborateurs en intelligence collective, avec différentes pratiques, pour que, in fine, eh bien, j'accepte que l'entreprise, à la fois dans son essence, dans son identité, et dans ses projets, dans son business model, soit transformée. Après, évidemment, il revient aux décideurs de décider. Il ne faut pas mélanger les choses. Je pense que c'est fondamental. Donc voilà ce que l'on fait. Et ce qui est ce qui m'avait beaucoup ému, en fait, on a travaillé il y a 1 an, pendant 1 an et demi, avec une entreprise du monde du cosmétique. Et on avait fait 2 premiers jours pour faire émerger un peu cette envie, avec 250 collaborateurs, donc avec plein d'ateliers très divers, etc. On avait fait aussi des sortes de petits TEDx où chacun venait raconter ce que lui faisait, même en dehors de l'entreprise. Ce qui permettait aussi aux collaborateurs de se connaître en tant que personne et pas simplement en tant que fonction. Cette séquentialisation est insupportable. Donc, comment on est soi-même dans une boîte? Eh bien, ce qui était marrant, c'est que la présidente de l'entreprise, on est devenus très copains, etc. Puis au bout de 2 semaines, elle vient me voir, on déjeune ensemble, elle me dit alors, putain, c'est efficace ton truc. La boîte, je ne m'y attendais pas, a changé complètement en 2 semaines. Alors je lui dis, bon, t'exagères un peu, qu'est-ce qui a changé, etc. Et puis c'est essentiel, évidemment, d'ancrer cette transformation, parce que ça doit se faire sur des mois et des mois, pour que ça aboutisse à une transformation véritable. En 2 semaines, il ne se passe pas... Oui, mais elle m'a dit, oui, mais il s'est passé un truc, c'est que ça les a tellement remué la tête, ce déclic initial, et puis les 2 petits ateliers qu'on a fait après, aucune réunion ne se passe, alors moi j'étais un peu fier quand même, sans que le mot d'engage soit prononcé. Parce qu'en fait, dès qu'il y avait une décision qui était prise, ou une décision ou une discussion sur des enjeux, je ne sais pas quoi, est-ce qu'on développe ça, est-ce qu'on fait telle campagne marketing, ou je ne sais pas quoi, les collaborateurs osaient dire « Ah ben non, mais ça c'est pas engage compatible, on ne va pas le faire. » C'est la nouvelle grille de lecture. C'est pas engage compatible. Alors les managers disaient oh, « Putain, merde ». Et progressivement, en fait, évidemment, ça demande de l'acculturation, comme tu as très bien dit, ça demande du temps. Mais en fait, le déclic est essentiel, c'est le début du chemin. Mais déjà, il peut provoquer un changement de mentalité, un changement de perspective. Et c'est comme nous tous, hein, quand on a pris conscience de ce qui se passe profondément, encore une fois, pas de façon superficielle,
Et bien après, je pense qu'à titre personnel ou à titre professionnel, notre regard sur le monde a tellement changé, je pense qu'on ne peut plus agir de la même façon. Et c'est ça qu'il faut provoquer et puis, je pense, installer dans la durée. Ouais. Je crois. Il y a un truc qui, pour moi, est très important. Et d'ailleurs, Fabrice Bonifay, président du C3D, dit souvent, ça fait 13 ans que le C3D existe et qu'il y a des directeurs RSE. Et franchement, c'est un échec. On n'a pas assez d'impact. Et en même temps, il y a de plus en plus de membres, il y a de plus en plus de RSE partout, etc. Et tout. Donc, aussi, comme d'habitude, Fabrice se pose plein de questions existentielles. Les transformations sont rarement rapides. Hein. Enfin, je pense qu'à un moment elles donné, sont très longues. prendre la mesure qu'elles sont là. Et je pense que la RSE est de moins en moins, évidemment, en tout cas, mon rôle en tant que communicant, c'est que la RSE, elle arrive partout, dans toutes les entités, dans toutes les directions, et que derrière le message du président, on puisse montrer que la boîte a commencé à bouger et qu'il y a déjà des gens qui sont engagés. Nous, on a la chance de travailler avec Total, avec La Poste, avec Nexity, et sur des formats de communication très différents, on démontre qu'il y a plein de collaborateurs qui ont pris en main les sujets et qui font, par exemple, chez Nexity, de l'économie circulaire, qui font... Les mecs, en fait, ils inventent de la mobilité partagée au sein même de... J'ai parlé de mobilité partagée, tu vois. Donc, il y a plein de sujets qui sont pris en main par les collaborateurs. L'autre jour, je suis allé faire un film dans un petit village de 1500 personnes au fin fond du Finistère qui s'appelle Huelguat, sur une postière c'est tout petit, qui distribue son courrier auprès des commerçants, etc. et qui va voir les seniors et qui répond à des questionnaires pour envoyer des news aux enfants des seniors. Et à La Poste, je vous rappelle que La Poste est l'entreprise qui a eu 75 sur Vigéo, qui est une note qui n'avait jamais été donnée. C'est une note en carbone depuis 2012. Enfin, La Poste est l'entreprise la plus engagée en RSE de toutes les entreprises au monde. Et en fait, c'est tellement partout que moi, je fais mon reportage sur Caroline Postière et il y a le mec juste à côté qui faisait sa tournée et qui ouvre le berlingot et qui me dit, tu vois, moi, quand je vais distribuer, parce qu'à La Poste, tout le monde se tutoie, je ne le connaissais pas, il me dit, viens voir, il faut que je te montre mon berlingot. Et il ouvre, et en fait, il ramasse tous les déchets quand il fait ses tournées. Et à La Poste, ils sont tous hyper engagés. Et ils essaient tous d'éco-innover et ça transpire partout. Alors nous, on a fait une série de portraits pour certains de nos clients pour montrer qu'il y avait des gens engagés et on voit que ça a un impact et qu'il y en a plein d'autres qui prennent des initiatives, un peu comme dans les entreprises libérées où ils disent moi, quand je fais ma tournée, de toute façon, je ramasse tous les sacs poubelles, le papier qui traîne, etc. Mais pour réagir juste un petit mot, quand tu as dit RSE, c'est vrai que je pense que la RSE, d'une certaine façon, a montré ses limites. Donc on est en train de beaucoup de critiquer la RSE, mais je pense qu'aujourd'hui, moi j'aime bien parler de responsabilité, de RPE, de responsabilité politique des entreprises. Il y a plusieurs articles qui sont sortis récemment, c'est ce que dit aussi Pascal Demurger de la Maïf. Je pense qu'aujourd'hui, l'entreprise a un rôle social, mais un rôle politique. C'est à elle de redéfinir, en lien avec ses salariés, la place qu'elle va prendre dans la cité. Et ça, je pense que c'est à mon avis l'étape complémentaire qui est en train d'être menée. Et c'est seulement si l'entreprise réinvente sa contribution à l'intérêt général, qu'elle pourra garder ses salariés, ses actionnaires, etc. Vous connaissez tout ça par cœur. Mais c'est marrant parce qu'on a fait un sondage avec Opinionway qui va sortir bientôt. Je vous en donne une primeur, c'est incroyable. On a posé plein de questions aux salariés, quel que soit leur âge, sur la façon dont ils considéraient l'entreprise du futur. Alors, il y avait des trucs qui étaient assez marrants, notamment, on pense que c'est les jeunes qui sont les plus engagés, etc. etc. Non, c'est faux, en fait. Et il y a plein d'études qui le montrent, bien sûr, parce que les jeunes ont très peur, déjà, de la façon dont ils vont pouvoir avoir un boulot dans 5 ans. Tout le monde n'a pas fait HEC, donc c'est très difficile pour certaines classes sociales, etc. Donc, il ne faut pas caricaturer. Mais c'est pas ça que je voulais dire, c'est que, finalement, aujourd'hui, ce qui s'était inversé depuis 2-3 ans, c'est que l'ambition première qui était... choisi par les collaborateurs, c'était 1, que l'entreprise serve l'intérêt général, 2, qu'elle fasse du profit, enfin dans ce sens-là, et 3, qu'éventuellement elle fasse de la croissance. Mais c'était dans cet ordre-là. Et je pense que ça, c'est très nouveau par rapport à il y a 3-4 ans, 2 ans, 1 an et encore plus aujourd'hui. Donc aujourd'hui, l'attente, évidemment, et c'est un peu contradictoire, les salariés ont besoin de sécurité, ont besoin d'être écoutés, de se développer, de trouver du sens, bien évidemment. Mais ce qui est fondamental, c'est que ce n'est pas le fait de faire du profit ou de croissance qui est plébiscité, c'est de défendre l'intérêt général. Donc c'est d'avoir un rôle politique dans la cité.
Alors comment on va y arriver? Eh bien, je crois justement que c'est par cette participation, cette inclusion et ce dialogue entre les décideurs et les collaborateurs. Mais c'est là où on voit que ça a en effet avancé. Moi, je me rappelle qu'il y a une dizaine d'années, j'ai pris la direction du développement durable de Nexity. Je sortais de mon mandat d'élu en plus, et je voyais finalement ce qu'on attendait du directeur développement durable. Et je me disais la même remarque que toi, mais je me disais, on demande aux entreprises finalement de pallier à des carences qu'ont les politiques. Parce que moi qui ai fait des études d'économie, c'est ce que tu viens de dire, moi quand je fais mes études d'économie, le premier truc qu'on m'a appris, c'était maximisation du profit sous contrainte de tel et tel sujet, etc. Donc on n'intégrait pas du tout ces sujets d'externalité positive, négative, etc. Enfin, où ça commençait à devenir très complexe. Et donc je sais que déjà à l'époque, on était au C3D, on s'interrogeait là-dessus, voilà, à se dire, mais finalement, on est en train de demander autre chose à l'entreprise, ce à quoi on imagine, enfin en tout cas, on s'attend, voilà, ce qu'on pouvait attendre de l'entreprise. Et c'est là où je vois que les choses, enfin tu dis, ça va parfois trop lentement, mais moi je dis ça change quand même. Finalement, tout le monde est en train d'écrire sa raison d'être, ou l'a déjà écrite, et c'est ce que tu es en train de dénoncer, c'est-à-dire qu'à un moment donné, finalement, dans notre raison d'être, on sort d'une dimension qui est purement économique et qui est vraiment quel est mon rôle dans la société, et donc, quelle est ma place politique. Mais pour revenir sur ce que vous disiez tous les deux tout à l'heure, parce que ce que je trouve assez intéressant, c'est qu'on voit bien que les salariés peuvent s'engager, mais finalement c'est sous condition, je trouve, dans tout ce qu'on a pu entendre, qu'il y ait une direction générale qui y aille. Ah oui, il y a quelque chose comme ça qui est de se dire, je serai autorisé à y aller. C'est beaucoup plus compliqué, je trouve, d'engager des salariés. Enfin, sinon, on est dans une rébellion interne à l'entreprise. Mais d'où l'importance, finalement, d'avoir une direction générale qui, tu l'évoquais, voilà, pour la Poste, en fait, peut-être qu'ils n'iraient pas ramasser... s'ils ne croyaient pas au modèle et à l'engagement. En fait, ils étaient dans moi, une j'ai croisé assez peu d'entreprise. d'entreprises qui avaient des groupes de collaborateurs engagés comme ça. Il y a le concept des transféreurs que vous connaissez peut-être, avec des gens qui importent leurs pratiques citoyennes individuelles dans les boîtes. Il y a quelqu'un qui dit « Tiens, lundi, moi, j'aimerais bien faire un déjeuner zéro déchet ». Et il y a 2-3 personnes dans la salle, et à la fin, au bout de 3-4 semaines, ils sont plus nombreux, etc. Donc il y a des gens qui importent. Par exemple, moi je travaille avec le groupe AXA, je sais qu'ils sont très engagés sur les sujets de déchets, de tri, de toutes les poubelles, etc. C'est plutôt des salariés, mais il faut forcément une vision, et une autorisation de liberté d'accepter de transformer la boîte. Oui, mais après, il faut faire attention. Pardon, je t'interromps pas. Et je connais des PME où ça ne peut pas bouger parce que les patrons, ils sont là pour prendre un maximum de fric. Ou il y a des compagnies, notamment américaines, sans jugement, mais un peu quand même, qui refusent la transformation de l'entreprise en disant on va prendre un maximum de fric jusqu'à la fin de notre modèle économique. Ouais, d'accord. Et en France, je rappelle juste que les entreprises françaises aussi sont les entreprises les plus engagées. Il y a des études du BCG qui le démontrent et qui ont bien résisté à la crise. Enfin, il y a plein d'indicateurs qui lient RSE et performance. Après juste pardon. Non. Maintenant, il faut que les mecs arrêtent de parler et on laisse la parole à Sabine. Parce que Sabine, c'est elle qui fait pour de vrai. Donc, il y a plein de ça, sujets. c'est sympa, ça. Engagement. Je pars, je m'en vais. Journée de l'engagement, des choses comme ça, ou fonds carbone. Oui, c'est plutôt ça, en fait. C'était de se dire, c'est bien de se sentir engagé, mais c'est comment, après, je donne les moyens de réellement, et tu l'évoquais, de transformer les modèles, apporter des choses concrètes dans le métier. Parce que là, on a évoqué des sujets de sensibilisation, de compréhension, de culture, à s'autoriser, à penser différemment, à faire de l'intelligence collective. À un moment donné, il faut transformer pour de vrai. Oui, c'est ce que je voulais dire, donc c'est très bien. En fait. Tu vois, j'ai pas besoin de parler. Je pense qu'on est assez alignés. Et donc, oui, je pourrais illustrer éventuellement avec... un fonds qu'on a mis en place chez nous, qu'on appelait le fonds CARE, pour carbone responsable. Et en fait, l'idée, elle est de se dire, on a un peu inventé en fait, une sorte d'ingénierie carbono-financière, donc on essaie de lier les sujets, qui est de dire, donc je répète, nous on est un acteur de l'immobilier, on est propriétaire d'immeubles, donc ces immeubles, ils émettent des gaz à effet de serre pendant qu'ils sont exploités. Et puis un certain nombre d'immeubles qu'on restructure complètement. D'ailleurs, si vous passez pas loin d'ici, je dis parce que c'était un très bel exemple d'économie circulaire aux 75 avenue de la Grande Armée, où l'ancien siège de PSA, par exemple, dont on est propriétaire. C'est un immeuble qui a été entièrement curé et on a réutilisé l'essentiel des matériaux en économie circulaire. C'est un exemple d'économie circulaire. Bon, bref, c'est pas le sujet, mais c'est pour dire qu'on fait aussi... donc on évalue aussi les émissions de gaz à effet de serre de nos chantiers en tant que tels. Donc on fait ça systématiquement. Et donc on a mis en place un système de taxe carbone interne. Donc on évalue chaque émission de gaz à effet de serre de nos business units et on les taxe.
Ça, c'était mon idée, c'est pour ça que je vous rappelle que j'étais économiste de formation, donc comme ça, je récupérais un peu d'argent dans ce fonds. Et finalement, l'idée, et c'est là où ce qui est assez novateur à plusieurs niveaux, le premier, c'est que du coup, c'est la première fois que ça impacte directement les budgets des business units. Parce qu'à chaque fois qu'on faisait de la taxe carbone, c'était une sorte de direction générale ou direction RSE qui allait faire une compensation carbone quelque part, mais ça n'avait aucun impact direct sur les équipes opérationnelles. Alors là, directement, enfin, on est obligé de mesurer leurs émissions de gaz à effet de serre et ça impacte leur budget. Donc moi, je récupère cet argent. Prenez des notes pour vos stratégies climat parce que je trouve que c'est quand même tellement innovant. Et on récupère, nous, cet argent voilà, au sein de la société. Alors, on s'est fixé, parce qu'on a des objectifs, alors, indépendamment de ce que je viens de vous dire, on doit être carbone neutre en 2050, moins 60% sur nos émissions en 2040, etc. Donc, quand les équipes opérationnelles construisent leur budget, elles doivent être sur la trajectoire carbone, c'est comme ça. Donc, en gros, moins 4% par an à peu près. Donc, elles doivent construire leur budget comme ça. Mais on leur dit, oui, mais si jamais vous voulez accélérer un peu, ou si vous avez d'autres idées qui sont à empreinte écologique ou environnementale positive, donc qui peuvent toucher non seulement les sujets carbone, énergie, pardon, mais aussi les sujets de biodiversité, d'économie circulaire ou autres, soumettez-les nous et le fonds carbone viendra financer tout ou partie de votre projet. Et donc là, on a à la fois des objectifs qui sont énoncés par l'entreprise et qui sont incentivés, enfin d'ailleurs dans les entretiens annuels, on a obligatoirement des objectifs RSE dans les entretiens annuels. Bon voilà, j'allais dire que je sois mobilisé ou pas mobilisé comme collaborateur, c'est comme ça, c'est la vie de l'entreprise et des objectifs, etc. Mais par contre, si j'ai envie de me mobiliser, si j'ai des idées, si je détecte des startups, si je détecte des solutions innovantes, si j'ai envie d'aller plus loin, j'ai le droit de lever le doigt et de dire, voilà, donc on a prévu un petit template, ils alimentent, etc. Voilà, la semaine prochaine, on a un comité. Hop, les collaborateurs vont venir présenter des solutions qu'on pourrait intégrer dans les projets. Et nous, on va leur dire, feu rouge, feu vert, on finance tout ou partie, avec le fonds carbone. Ouais. Et forcément, enfin, le problème de la compensation, qui est un sujet extrêmement sensible, c'est qu'on va aller effacer une trace après avoir réduit ou lancé des offres. Hein. Vous avez lu tous le papier de Jean Covici il y a 3-4 mois. Mais ça ne met pas forcément en action, même si la taxe va être de plus en plus lourde parce que la tonne va augmenter et parce que si on ne fait pas d'efforts, les budgets vont exploser. Tandis que là, ça transforme les modèles économiques. Et ça valide l'éco-innovation ou l'éco-socio-innovation de chacun des collaborateurs. Voilà. Ce qui veut dire que quand on présente les budgets, chaque année, on présente aussi cet axe, finalement, en disant voilà l'impact carbone, comment on l'a traduit en euros chez nous. Ouais. Et à un moment, tu as parlé d'évaluation. Il y a aussi le sujet de la rémunération des collaborateurs et de l'incentive RSE, qui est aujourd'hui présent dans une grande majorité des entreprises du CAC 40, que Danone fait peut-être depuis 72 quasiment, quand Antoine Riboud avait annoncé la performance globale, quelque chose comme ça. Mais moi qui connais le groupe Danone, enfin qui l'ai beaucoup croisé il y a une vingtaine d'années, bon, un petit peu plus, le sujet de la rémunération incentivée aussi sur des éléments RSE est de plus en plus important. Voilà. Et donc du coup, forcément, les managers et même tous les collaborateurs sont obligés de s'engager parce qu'ils ont des objectifs. Donc c'est le côté bonus, il n'y a pas que des contraintes. Vas-y. Ouais, on partage la salle. On a fait une demi-heure comme prévu à peu près. Est-ce que vous avez des contributions, questions? Vous levez et vous criez très fort. Parce que... Ouais, c'est très bien. Oui. Il est autour de 500 000 €. Oui, bien sûr, ça a pu financer, par exemple, des systèmes de douche dans les logements, en économie circulaire, un système où comment dire, quand on prend sa douche, l'eau chaude, les calories de l'eau chaude sont tout de suite récupérées pour être remontées, pour réchauffer l'eau qui est froide, qui fait gagner 30 à 40% d'économie sur l'eau chaude sanitaire. Voilà. Donc c'est des tests comme ça. On a pu financer des systèmes de télérelève, on a pu financer des plateformes d'économie circulaire. Enfin, il y a plein de projets qui peuvent être de tailles différentes. Oui, c'est ça. Non, je réfléchissais, mais je crois que l'année dernière, on a dû financer 9 projets. Voilà. 500 000 €, c'est beaucoup et c'est pas beaucoup. Enfin, voilà, mais c'est une façon, en tout cas, de favoriser les initiatives des collaborateurs. Et les collaborateurs qui ont touché, entre guillemets, qui ont été primés sur ce fonds carbone, sont extrêmement fiers et le disent assez souvent.
Et puis ça s'inscrit dans une logique. Alors par ailleurs, tout à l'heure, Thomas a spécifié que j'avais aussi l'innovation dans mon périmètre. Et donc les deux sont liés. C'est-à-dire que dans ma politique d'innovation, j'ai mis en place ce qu'on appelle une politique d'open innovation. Et notamment, on est en partenariat avec un certain nombre d'incubateurs ou d'accélérateurs de start-up qui viennent pitcher sur des thématiques. On peut organiser des démodèles, des pitchs, etc. avec les collaborateurs. Et surtout, qui peuvent amener des solutions, dire tiens, ça sera l'occasion de la tester. Et donc le fonds carbone peut aussi aider à financer des solutions qu'en temps normal, on n'aurait peut-être pas implémentées en disant qu'économiquement, ça ne valait pas le coup. Et alors, s'il y a des DRH dans la salle, sachez que les salariés veulent s'engager et que c'est ce qu'on disait aussi un petit peu tout à l'heure, mais il y a des chiffres hallucinants sur 83% des salariés veulent s'engager et mieux connaître la stratégie RSE, enfin, veulent mieux connaître, 79% veulent s'engager. Quand ils s'engagent, ils sont 13% plus efficaces. Taux d'absentéisme chute de 24%. Donc, voilà, pour les salariés, on a des chiffres qui démontrent que les collaborateurs sont très fiers de travailler dans une entreprise qui est en mouvement. S'il y a des directeurs financiers ou des actionnaires dans la salle, il faut savoir que l'éco-innovation ou l'éco-socio-innovation ou l'innovation collaborative, pareil, est plus rentable, elle est plus fidélisante. Enfin, on voit maintenant, moi je croise des actionnaires, il y a des actionnaires qui mettent la pression au président le brief descend à la RSE, et j'ai ça dans plusieurs secteurs d'activité où il faut faire plus de RSE, mais la demande et la pression, elle vient de l'actionnaire, parce que vous voyez qu'il y a une transformation fondamentale de la finance et que tout le monde regarde les critères ESG. Par exemple, la Banque Postale Asset Management, qui gère 250 milliards, avait 30% en ISR. Ils veulent, en octobre 2019, en 13 mois, ils veulent avoir 100% en ISR. Voilà, tous les fonds d'investissement sont là-dessus parce qu'on sait que c'est plus rentable à long terme. Donc il y a une vraie transformation de tout le monde. Donc c'est pour ça que maintenant, il faut mettre le paquet sur l'innovation. Une toute petite anecdote pour revenir sur la fresque du climat. Du coup, on a notre direction financière qui nous a demandé si on ne pouvait pas faire une fresque du climat pour le club des actionnaires de Gecina. Donc j'avais trouvé ça assez drôle. Ils disent chaque fois qu'on les rencontre, c'est pour leur parler finances et résultats. Si pour une fois, on leur parlait un peu climat. Et donc c'est ce qui s'est passé. Voilà. D'accord. La transformation, je trouve ça. Ok. Non, moi j'ai rien à dire là-dessus. Non, pas particulièrement. Non, mais comme tu es capable de parler sans avoir de questions, est-ce qu'il y a d'autres salles est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Allez, d'autres questions. Tu as raison de poser cette question, que je trouve très bonne. Je peux répondre? Ouais, moi aussi. Merci à toi, Thomas. Non, tu as totalement raison. On se gargarise beaucoup, en fait, en disant que ça change. Et je pense qu'on se gargarise beaucoup parce qu'il y a 5 ans ou il y a 10 ans, quand on a lancé nos trucs, on n'était pas du tout écouté, il y avait rien qui se passait et on était pris pour des débiles mentaux. Voire des dangereux révolutionnaires, écolos, d'ultra-gauche, machin, je sais pas quoi. Et je te passe, c'est des meilleurs. Donc, on sent quand même depuis 3 ans, 2 ans, et encore plus maintenant, avec la Covid, je pense que ça fait quand même réfléchir à pas mal de choses, qu'il y a quand même une prise de conscience. Est-ce qu'elle se transforme suffisamment en action? Non, pas du tout. Est-ce qu'on va suffisamment vite par rapport aux grands enjeux, notamment environnementaux? Non, pas du tout. On peut dire à peu près qu'on a 3000 jours, tu sais, cette histoire des 10 ans, donc il en reste un peu moins, donc 3000 jours pour changer fondamentalement des choses. Est-ce qu'on va tenir la courbe des 1,5 degrés? Évidemment pas. Des 2 degrés? Évidemment pas. Est-ce qu'on va aller à 3-4 degrés? On sait que c'est invivable. Donc, et en plus, nous, on réagit en tant qu'Européens, où ça bouge quand même beaucoup plus vite. Nous, on travaille par exemple beaucoup en Inde, etc. On sait que Bombay va être recouvert par les flots. Et on ne peut plus rien y faire. Donc, ce qui nous... Je ne veux pas porter la couche drame et machin, mais ce qui arrive est grave. Et la réponse politique ou économique à ces défis est insuffisante. Ça, je suis complètement d'accord. Après, la difficulté que tu évoques, elle vient aussi que ce qui est le plus difficile, c'est la transition. C'est de passer d'un modèle à un autre. Et ça se fait pas en un claquement de main. Et le changement est d'une difficulté énorme. Et puis en plus, le niveau de conscience ou de capacité à se transformer
est très différent. D'ailleurs, c'est tant mieux, on ne va pas être tous pareils et tous d'accord et tous faire les mêmes choses en même temps, sinon ce serait bien triste la vie. Mais il y a une courbe, tu sais, la courbe de deuil, d'acceptation, de déni, puis de réinvention, d'innovation et d'action. Ben, tout le monde n'est pas au même niveau, tous les décideurs ne sont pas au même niveau, toutes les entreprises ne sont pas au même niveau, tous les politiques ne sont pas au même niveau. Donc c'est notre travail d'accélérer les choses pour que ce qui va se passer soit moins pire, en fait, que le scénario pire qu'on pourrait mais envisager. Donc c'est pour ça aujourd'hui qu'il y a une nécessité absolument forte d'accélération. Mais je dirais, pour mettre un peu plus de baume au cœur, que par rapport à la situation réelle dans les boîtes ou des politiques il y a 3 ou 2 ans, je trouve quand même qu'il y a une évolution absolument majeure. Et d'ailleurs, ça montre bien que les gens changent, ou que nous, je me mets dans les gens, il n'y a pas les autres et moi, à partir du moment où on est de plus en plus touché, presque physiquement, émotionnellement, et ça dans les choses. Alors, est-ce que ce sera suffisant ? Non. Est-ce que l'on peut tous se mettre en marche et agir pour éviter le scénario du pire ? Oui. Et on a quelques années pour y arriver, et pas 50 ans. Donc, voilà. Moi, j'ai eu un espoir depuis 2-3 ans qui vient du côté de la finance. Si j'avais une baguette magique, de ce que je dis depuis 20 ans, c'est le premier truc que j'enlèverais, c'est la bourse. Et tous ces marchés qui transforment l'économie et qui perturbent les industries, enfin les chefs d'entreprise qui veulent dérouler leur strat, et voilà, et sous prétexte qu'il y a un truc qui s'est passé à l'autre bout du monde, tu perds 5%, enfin c'est juste. Donc moi j'ai un petit problème avec la bourse. Mais je crois que c'est peut-être les financiers qui vont sauver le monde. Parce que depuis 2-3 ans, on a réussi à démontrer quand même globalement, que ce soit dans la recherche académique, dans les grands cabinets type Deloitte, EY, PwC, etc., que la finance doit aller sur des investissements plus respectueux. Voilà. Et c'est avant la crise du Covid. On a bien vu que la crise du Covid, qui est au départ une crise sanitaire d'un petit compte virus qui est venu de Chine, a généré une crise financière, enfin une crise économique qui est en train de devenir sociale, financière, etc. Donc, si on veut consolider tout ça, il va falloir qu'on repense tous notre économie. C'est une alerte de plus. Pour m'intéresser au sujet de l'environnement depuis 25 ans, des alertes, on en a eu plein, mais voilà, c'en est une de plus. Et j'ai l'impression que les fonds d'investissement, les grands actionnaires, en routant leurs investissements, en les fléchant vers des entreprises plus vertueuses, vont changer. Et je pense que ce serait intéressant d'avoir ton point de vue de tes actionnaires et ton DAF sur ce que tu fais aujourd'hui et ce que tu faisais il y a 10 ans. Avant, la RSE, ça coûtait cher. Maintenant, en fait, ça peut permettre d'économiser et d'être plus rentable. Donc, ça y est, on commence à... Alors, d'abord, je ne partage pas complètement tout le diagnostic, parce que moi, je trouve que ça va assez vite, en réalité. Enfin, je peux comprendre qu'on trouve que ça n'aille pas assez vite. Mais je pense que quand on fait la photo de là où on était en termes d'état d'esprit, d'action, globalement dans les entreprises il y a 10 ans et aujourd'hui, je trouve que ça va en réalité très vite. Là où, alors ça va pas assez vite par rapport aux enjeux, parce qu'on sait à quelle vitesse les choses s'accélèrent en termes de dégradation, mais par rapport à la capacité qu'ont les entreprises à se transformer, moi je trouve que ça va assez vite. J'avais une idée que j'ai perdue, évidemment. Voilà. Ah oui, si, ce que je voulais dire, pourquoi ça va aussi pas toujours assez vite, comme on pourrait l'imaginer, c'est que le chemin à prendre n'est pas si évident. En fait, on ne sait pas non plus quelles sont les bonnes réponses. C'est-à-dire qu'il y a un premier temps pour moi qui était celui de comprendre, est-ce qu'en tant qu'entreprise, il faut que j'aille sur ce chemin-là, enfin, voilà, que je suis au point A, où est le point B, bon, très bien, donc je vais aller au point B, qui va être un point respectueux, etc. Mais quel est le chemin à prendre ? Il n'est pas évident. Et je vais être un peu provocante, volontairement, parce que je trouve qu'il y a des débats qu'on n'ose plus avoir sous prétexte de bien-pensance, un peu. Qui est, par exemple, aujourd'hui, toute la transition écologique, énergétique, etc., numérique, va se faire avec des métaux rares. Les métaux rares, aujourd'hui, on en est totalement dépendant. On va être dépendant de la Chine, on va être dépendant... Enfin, c'est le nouvel OPEP des années à venir. Et on n'aurait pas intérêt à conserver le nucléaire que de se mettre totalement dépendant, en fait, d'autres pays, alors qu'on peut être autonome en énergie. Et quand on voit la place de l'énergie dans nos économies, je trouve que c'est des débats qu'on ne veut plus avoir sous des prétextes de bien-pensance écologique. Et moi, j'estime que je suis pour une économie plus responsable, plus durable, etc., mais pas forcément en étant pieds et poings liés
avec d'autres pays où je perds toute autonomie sur des thématiques qui sont déterminantes pour l'économie du pays. Pardon, je suis complètement d'accord avec toi. Il reste 3 minutes. Pardon. On n'aura pas le temps de débattre du nucléaire et de tous les avantages. Pas pour débattre du nucléaire. Après, j'illustre pas ta question, peut-être juste sur le... 1 minute de conclusion, Jérôme. 1 minute, Sabine. Et ensuite, 1 minute de conclusion. Ok, on y va. Non, je dirais que je pense que le train est en marche, qu'il y a un engagement qui est absolument fondamental, que ça passe par, et je suis complètement d'accord avec toi, par cette capacité à débattre en interne aussi, et à faire confiance à l'intelligence, au point de vue. C'est pour ça la question est tellement complexe, il n'y a pas de réponse toute faite, il n'y a pas de solutions qui peuvent venir du haut, du bas, etc. Il y a un dialogue fondamental, et accepter d'avoir à plusieurs une éventuelle réponse progressive par rapport à ces enjeux de complexité et d'incertitude. Et pour ça, je pense qu'il est fondamental d'apporter les capacités à chacun dans l'entreprise, évidemment au niveau citoyen, de bien comprendre les choses, de les comprendre fondamentalement pour être capable d'aborder cette complexité. Parce que les réponses toutes faites ou rapides, elles sont toutes fausses, en fait. Et ça, c'est fondamental. C'est super. Non, mais c'est... Merci. 1 minute. Bon, allez, à toi. Allez. Moi, j'essaie de répondre à ta question tout à l'heure, tout en faisant la conclusion. Quel talent. Ouais, non, je vais essayer. Quand j'ai pris mes fonctions chez Gecina, on est allé voir les financiers pour faire ce qu'on appelle un reverse roadshow. En fait, nous, on doit toujours aller voir les financiers, enfin, pas les financiers, mais les investisseurs, pour leur expliquer pourquoi on est les plus beaux sur nos sujets de RSE et pourquoi il faut qu'ils investissent dans Gecina. Et donc, quand je suis arrivée, on a fait le contraire. On a fait un reverse roadshow. On est allé les voir, tous les investisseurs. On leur a dit, expliquez-nous ce que vous attendez de nous, en fait, sur la partie RSE. Et juste pour l'anecdote, on a appris énormément de choses, mais à peu près aucun, peut-être un, allez, ou deux, je sais pas, nous a parlé de biodiversité. Et alors, j'aime beaucoup ce sujet-là. Alors, c'est très... Pourquoi ils ne nous en parlent pas ? Bon, peut-être parce que ça ne les intéresse pas, mais aussi, je pense, parce que c'est trop complexe et qu'on ne sait pas le mesurer, qu'on ne sait pas le quantifier. Alors ça n'a pas de valeur. Et moi, j'ai une conviction personnelle, c'est que le truc qu'on est en train de tuer, c'est le monde du vivant. Et donc, comment on mesure, en fait, le fait que le monde du vivant est en bonne santé ou pas. Et donc, c'est pour rebondir sur ta conclusion, je pense que c'est en effet les financiers qui vont pouvoir nous aider, mais il faut qu'on les aide aussi. Et donc, moi, je sais qu'un truc qui m'obsède en ce moment, c'est d'être en capacité de mesurer tout ce qui est performance en termes de biodiversité pour que ces investisseurs viennent après nous fouetter en nous disant est-ce que vous êtes bon en biodiversité, et voilà, donc on leur donne les éléments finalement de nous forcer à être meilleurs. Ouais. Je vous rappelle que le job fait par nos amis les abeilles est équivalent à une valeur de 145 milliards d'euros par an en France, et qu'en fait aucune entreprise de l'agroalimentaire investit réellement dans la préservation de la biodiversité. La biodiversité n'a pas de valeur, alors qu'en fait, s'il n'y a plus de biodiversité, il n'y a plus personne. C'est pour ça que nous avons lancé le défi biodiversité chez Engage. Allez voir, défi biodiversité, je regarderai. Merci beaucoup Jérôme et Sabine. Je vais juste essayer d'apporter en 6-7 mots peut-être un début de réponse. Donc, ce que moi j'ai compris en réfléchissant avec vous, avec vos 2 prises de parole, et désolé, je pense qu'on va peut-être continuer le débat pendant très longtemps dans le couloir, c'est que, il y a un sujet au départ de sensibilisation et d'acculturation, c'est un premier sujet. Il y a un deuxième sujet qui est la mise en action, et comment je vais participer à une éco-socio-innovation collaborative. C'est un nom un peu pourri, mais très 2020, mais n'empêche que si vous mettez à peu près tout ce qu'il y a dedans, éco-socio-innovation, avec une liberté de prise de parole, avec une écoute des managers par les gens qui sont peut-être un peu moins expérimentés, mais qui ont envie de changer absolument le monde, etc. Il y a un moment là sur l'éco-socio-innovation collaborative qui peut être intéressant. Ensuite, il y a une question du financement. Voilà, je ne pensais pas qu'on parlerait autant de finances, mais il y a la question du financement. Donc, c'est comme d'habitude le nerf de la guerre. C'est donc fonds carbone, par exemple, etc. Pour générer des POC, pour ensuite générer du ROI et démontrer qu'en fait, tout ce qu'on a fait avant a été utile et a généré de la rentabilité. Et ensuite, on continue, on accélère et on fait monter la mayonnaise. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé. C'était assez ouvert et c'est comme ça que je voulais cette conférence. Merci beaucoup d'être venus. Nous sommes disponibles pour continuer pendant quelques années sur cette réponse-là. Il faut qu'on libère la salle pour les suivants par respect. Merci beaucoup. À bientôt. Toi, tu restes là ? C'est celle d'après encore, je crois. J'ai aperçu ton regard quand tu es rentré. Je savais que tu étais là.
Nel, avec qui j'ai bossé. Oui, ça va très bien, et toi 14h30.